démarrer la deuxième partie de notre soirée avec ce topo sur la psychologie positive. Donc Étienne a déjà évoqué un certain nombre de points. Très rapidement, je me présente à vous, peut-être pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis médecin psychiatre. En général, les psychiatres ne s'intéressent pas tellement à ce qui est positif, mais plutôt à ce qui va mal, à ce qui fait souffrir, à ce qui ne fonctionne pas très bien. Et en général, effectivement, quand on va voir un psychiatre, c'est pas tellement pour lui parler de psychologie positive, mais ce qui fait que je me suis intéressé à cette dimension, c'est le fait que je travaille beaucoup sur les questions de prévention. Depuis pas mal de temps maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est plus seulement de soigner les personnes, de les aider à se sortir de la dépression ou de l'anxiété, mais de ne pas y retomber. Ça, c'est les préoccupations de psychiatres ou de médecins vieillissants. En vieillissant, nos patients vieillissent avec nous et on voit qu'un certain nombre d'entre eux ont du mal à rester en bonne santé, ne font peut-être pas tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Et donc, voilà un petit peu l'explication de tous ces travaux qu'on a conduits sur l'estime de soi, l'équilibre émotionnel, la méditation et également la psychologie positive. Donc ça, c'est la justification du fait qu'un psychiatre vous parle de psychologie positive et non pas de psychologie négative. Alors après, l'autre chose que je voulais souligner avant de démarrer, c'est d'avoir au fond une écoute sceptique par rapport à tout ce que je vais vous dire. C'est important que tous les messages que je vais tenter de vous faire passer de mon mieux, vous les passiez au tamis de votre sens critique en vous disant « Ok, mais est-ce que ça marche comme ça vraiment dans ma vie à moi? Est-ce que je suis tout à fait d'accord avec ça ?» pour que notre dialogue tout à l'heure, lors des questions et des réponses, soit le plus fécond et le plus intéressant possible. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous présenter un certain nombre de principes importants qui régissent ce champ de la psychologie positive. Le premier de ces principes, c'est qu'il est possible d'augmenter son niveau de bien-être. Alors, ça vous paraît peut-être évident, mais pendant longtemps, on était persuadé qu'on ne pouvait pas changer, que si quelqu'un était grognon, eh bien, il resterait grognon toute sa vie. S'il était pessimiste, il le resterait toute sa vie, et qu'il y avait comme ça des catégories d'humains, les grincheux et les joyeux, les pessimistes et les optimistes, et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Ce qu'on a pu montrer, notamment grâce à des travaux comme ceux qui sont conduits dans le champ de la psychologie positive, c'est qu'en fait, on avait une marge de manœuvre assez importante. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le camembert du bonheur. Les différentes parts de ce camembert sont rattachées, soulignent, décrivent ce qui contribue à notre sentiment de bien-être subjectif. C'est l'autre appellation du bonheur, puisque le terme bonheur est un terme très connoté d'un point de vue philosophique et religieux, et effectivement, il arrive parfois qu'on préfère parler de bien-être subjectif, mais en gros, on signifie la même chose. Donc, la moitié de ce qui nous aide à être heureux, nous permet d'être heureux ou de ne pas l'être, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut plus agir une fois qu'on est devenu adulte. C'est-à-dire, c'est à la fois notre tempérament biologique, il y a des influences biologiques héritées sur les capacités à se sentir heureux, à savourer les bonnes choses, ou au contraire à avoir beaucoup de mal à savourer, à plutôt se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est lié aussi toute cette partie stabilisée à l'âge adulte aux influences éducatives précoces, à nos premières expériences de vie, tout ce que nous avons pu vivre en termes de messages affectifs, de bains affectifs, d'observation de modèles parentaux. Et tout ça, on ne pourra plus y toucher. C'est engrammé. Et donc, ce sont nos tendances, nos pilotes automatiques. Et effectivement, si j'ai baigné dans des tendances me poussant à avoir du mal avec le bonheur, eh bien, si je ne fais pas d'efforts particuliers, automatiquement, j'aurai du mal à savourer les instants heureux, je serai beaucoup plus à l'aise dans la rumination du malheur. Si je ne fais pas d'efforts, mes prédispositions, mes pilotes automatiques prendront la conduite et la gouverne de ma vie. Par contre, on a pu montrer aussi qu'environ 40% de ce qui permet à un humain d'être heureux relève justement de ses efforts, relève de décisions, de pratiques, de persévérance en termes de choix existentiels, de manière de penser, de manière d'agir, de manière de vivre, de style de vie.
Et il reste environ 10% qui relèvent plutôt des circonstances immédiates dans lesquelles on se trouve, de l'environnement dans lequel on se trouve à un moment donné. Ça peut paraître assez peu, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi cette influence finalement est assez limitée. Donc en gros, c'est du moitié-moitié. Pour moitié, nous avons des tendances assez automatiques. Alors si nous avons été vénards, eh bien, ces tendances nous poussent dans le bon sens. On a beaucoup de facilité à se sentir heureux, à savourer l'existence. Et si nous avons eu moins de chance, ça nous pousse dans la direction inverse, mais donc la marge de manœuvre est quand même assez importante. Le deuxième point qui est très important également, c'est que à partir de ce que je viens de vous dire, tout changement est possible, mais va nécessiter un apprentissage. Ce qu'on a parfaitement montré et compris ces dernières années en termes de modification émotionnelle, c'est que on ne peut pas décider comme ça intellectuellement de changer ses réactions émotionnelles. On ne peut pas du jour au lendemain dire il faut que je savoure davantage la vie, il faut que je stresse moins. C'est aussi absurde que si nous nous disions il faut que je cours plus vite ou il faut que je saute plus haut, sans rien faire qui aille dans ce sens-là. On sait très bien que pour courir plus vite, pour sauter plus haut, pour avoir plus de souffle, plus de force musculaire, on va devoir s'entraîner régulièrement. Et c'est exactement la même chose pour nos capacités à savourer l'existence, pour nos capacités qui relèvent de la psychologie positive. Il y a un entraînement nécessaire. Alors cet entraînement est plutôt agréable, n'est pas quelque chose de douloureux ou de pénible, mais si nous ne pratiquons pas régulièrement les exercices que je vais évoquer ce soir, eh bien, on ne pourra pas changer. On ne peut pas en rester à la simple volonté ou à la simple décision. Le troisième point, c'est que, Étienne le soulignait, cet entraînement modifie notre cerveau, tout comme l'entraînement physique modifie notre corps. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça, c'est une des grandes avancées de notre discipline. On était assez pessimiste ou réservé sur la possibilité de modifier le fonctionnement de notre cerveau. Et aujourd'hui, on peut montrer qu'une psychothérapie, lorsqu'elle réussit, modifie très clairement, grâce aux études et aux appareils de neuroimagerie, modifie très clairement le fonctionnement de notre cerveau. On a montré ça pour la première fois il y a assez longtemps, en 1992. 92, c'est la date où, pour la première fois, des techniques de neuroimagerie ont montré qu'après une thérapie, c'était une thérapie comportementale pour des patients souffrant de TOC, eh bien, le fonctionnement même, de manière mesurable, de leur cerveau avait été amélioré. Le quatrième point, et j'en reparlerai plusieurs fois ce soir, c'est que nous ne devons pas viser le fait d'être toujours positif, de nous réjouir de tout, vraiment de tout positiver. C'est quelque chose qui est impossible et nous verrons ensemble pourquoi. Et l'idée, c'est simplement de ne pas gâcher les occasions de positiver, d'être suffisamment présent aux événements agréables de notre vie pour qu'ils puissent représenter pour nous une force, une nourriture, quelque chose qui va nous permettre d'affronter les périodes où il y en aura moins. Enfin, un point très important dont je vous parlerai en fin d'exposé, qui correspond aux travaux qu'on conduit notamment dans le service où j'exerce, c'est que le bonheur est lié à tout un tas de facteurs, évidemment, mais notamment à nos capacités d'attention. Sur quoi portons-nous notre attention dans l'existence ? Et vous verrez en fin de topo que c'est plus compliqué qu'autrefois, sans doute, de choisir vers quoi on porte notre attention, parce que nous vivons dans un monde où il y a énormément de perturbateurs attentionnels, des informations, des sollicitations, des interruptions, des publicités. Et ça reste pourtant quelque chose de capital. Vous voyez, ces petits personnages sont face à une situation qui pourrait les rendre profondément heureux, mais ils n'y sont qu'avec leur corps. S'ils n'ajustent pas leur attention sur la situation, s'ils la laissent vagabonder vers d'autres formes de contenu, eh bien, ils vont passer à côté d'un moment potentiel de bonheur. Deux points complémentaires que je voudrais préciser avant de démarrer. Le premier de ces points, c'est que ce soir, je ne vais vous dire que des platitudes. Il n'y aura aucun scoop. À mon avis, je ne vais rien vous révéler. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Toute la psychologie positive, au fond, fonctionne sur ce registre. Parce que l'important en matière de psychologie positive, ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je fais. Je peux savoir des tas de choses contribuant à ma bonne santé, à mon bon équilibre intérieur. Si je ne les mets pas en pratique, et on retombe sur cette notion d'apprentissage, elles me seront parfaitement inutiles. Elles vont même accroître mon malheur, puisque je saurai que ça existe, mais que je ne peux pas en bénéficier parce que je n'accomplis pas le boulot nécessaire. Le deuxième point important, c'est que chacun des efforts
que requièrent ces approches de psychologie positive, à lui tout seul a quelque chose de dérisoire. Quand on raconte ces exercices de psychologie positive à des personnes un peu critiques, il est assez facile de s'en moquer parce que ça, voilà, ça, c'est un peu minime, ça paraît minime par rapport à ce qu'est l'existence, à l'adversité, etc. Pourtant, mis côte à côte, associés, tous ces efforts ressemblent au modèle des brins qui, tissés ensemble, composent une corde qui, à la sortie, est beaucoup plus solide, évidemment, que chacun des brins qui la composent. Alors voilà le plan que nous allons suivre au grand galop pour respecter un petit peu l'horaire. On va d'abord s'interroger sur ce qu'est la psychologie positive. Alors, on va proposer une petite définition en plusieurs points. Voilà. D'abord, vous l'avez compris, on est dans le domaine de l'approche scientifique. C'est pour ça, par exemple, qu'on s'en sert en médecine, en psychothérapie. Et il y a des tas d'autres approches qui cherchent à aider les humains à se rapprocher, à toucher au bonheur. La philosophie, le développement personnel, la spiritualité. Là, on est dans une démarche qui cherche, du mieux qu'elle peut, à s'adosser à des preuves scientifiques. Je vous montrerai un petit peu comment on raisonne. Le deuxième point, c'est qu'on se favorise plutôt sur le fait d'aider les personnes à cultiver leurs forces, leurs points forts, ce qui fonctionne bien chez elles et qui pourrait encore mieux fonctionner, plutôt que de se fixer sur ce qui doit être réparé ou consolidé. On travaille plus sur le bien-être que sur la limitation du stress, etc. C'est ce qui explique que ces techniques sont plutôt proposées en psychothérapie aux personnes qui vont bien. Par exemple, les quelques années où on les a testés dans le service à Sainte-Anne, c'était plutôt pour des patients qu'on appelle en rémission, qui étaient sortis des épisodes dépressifs ou anxieux. On ne leur proposait pas, alors qu'ils allaient très mal. Et on sait d'ailleurs, on a essayé de voir ça, on montre que quand on propose des exercices de psychologie positive à des gens déprimés, on les aggrave, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, parce que ça leur paraît inaccessible, et parce qu'ils n'ont plus l'énergie pour faire ce type d'effort. Et le dernier point, c'est, mais là aussi je vous l'ai déjà expliqué, que le but est de mettre en œuvre tous ces efforts, de les transformer en nouveaux comportements, en tentatives, en expérimentations régulièrement pratiquées. Alors, ce que n'est pas, à contrario, la psychologie positive, d'abord, elle n'est pas un recyclage, comme je vous le disais, de la pensée positive. Ce terme, d'ailleurs, psychologie positive, est un petit peu trompeur. Il ne s'agit pas de positiver. On ne peut pas positiver tout le temps. Il y a des moments dans la vie où il ne s'agit pas de positiver ou d'être heureux, mais juste de faire face à l'adversité. Deuxième point, la psychologie positive n'est pas un déni de réalité. Il y a parfois dans nos vies des moments, vous voyez, comme celui qui attend ces martyrs chrétiens, là, malgré le brief sympathique du chef gladiateur, il y a des moments où ce qui nous attend, c'est quelque chose de très désagréable. Et donc, ça va être assez compliqué de tenter de le faire passer pour quelque chose d'agréable. Encore que, comme souvent dans les dessins humoristiques, cette diapositive pose un vrai problème. C'est-à-dire que puisque quelque chose d'assez contrariant va m'arriver de manière quasi certaine, est-ce que finalement faire des efforts pour passer les derniers instants de ma vie de la manière la moins horrifiée possible, essayer de positiver ces derniers instants, même si l'issue sera fatale, ça n'est pas une attitude plus intelligente qu'elle n'en a l'air. C'est toute la difficulté qu'on peut se poser, en laissant tomber un peu le côté drôle, parce que là, ça ne le devient plus, toute la difficulté qui est posée par les personnes en fin de vie, dont parlait Étienne. S'il ne me reste que quelques mois ou quelques années à vivre, la grande difficulté qui va se poser à moi, c'est de savoir comment je vais pouvoir habiter ces dernières années. Est-ce que je vais être capable de les savourer de mon mieux ou est-ce que je vais être aspiré par l'inquiétude? La semaine dernière, j'ai eu un patient très touchant à Sainte-Anne. J'ai reçu un patient très touchant qui était un confrère que j'avais soigné il y a assez longtemps. On l'avait soigné d'une anxiété sociale sévère et puis de tendance dépressive sévère. Donc, il avait fait nos groupes de travail sur la phobie sociale et puis les groupes de méditation également. Et donc, il allait très bien. On nous donnait des nouvelles de temps en temps, mais on ne s'en était plus occupé pendant 7-8 ans à peu près. Et là, il est revenu. Je me demandais un peu pourquoi il avait repris rendez-vous. En fait, sa femme venait de mourir il y a quelques mois. Donc il dit, ben voilà, je viens vous dire une triste nouvelle, ma femme est décédée, mais je suis venu vous remercier parce que finalement, cet événement ne m'a pas détruit, ça m'a bouleversé, ça a été un truc terrible pour moi, le truc le plus terrible que j'ai pu vivre, mais ça ne m'a pas détruit et les
tous les derniers mois de vie de ma femme ont été des mois exceptionnels parce que grâce à tout ce que j'avais appris, grâce à cette capacité de rester dans les situations présentes, même difficiles, nous nous sommes dit des choses que nous ne nous étions jamais dites. Nous avons vécu des moments plus forts que ce que nous n'avions jamais vécu ensemble et ça a été une expérience incroyable, à la fois avec des extrêmes de bonheur et des extrêmes de malheur, se côtoyant, se mélangeant. Et finalement, j'étais... pas pu dire grand-chose pendant un long moment. J'étais très, très ému par tout ce qu'il me racontait, très admiratif aussi de la manière dont il avait traversé cet événement. Mais c'est très caractéristique aussi de la capacité qu'il avait eue. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler pendant les questions. Je n'ai pas prévu de vous montrer de travaux ou d'études dans ce sens-là. Mais c'est une capacité très importante, au fond, d'arriver à habiter une période de grande adversité avec les yeux les plus largement ouverts sur ce qu'il y a de bon au sein même de cette adversité. Parce qu'au fond, il y a trois voies vers le bonheur. Il y a la voie facile, j'essaie d'être heureux quand tout va bien. Donc là, il s'agit d'essayer de ne pas gaspiller mes chances, d'ouvrir les yeux sur toutes mes chances, au lieu, comme les petits bonhommes, de penser à l'achat de blocs toilettes, etc. La deuxième voie, c'est une voie un peu plus compliquée, c'est être heureux ou aussi heureux que possible dans l'adversité ordinaire, dans la vie ordinaire, où il y a à la fois des bons et des mauvais côtés, des soucis surmontables et qui, dans quelques mois, ne m'apparaîtront pas majeurs. Et enfin, donc là, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas inaccessible pour chacun d'entre nous. Et puis la troisième voie, la plus difficile, c'est essayer d'être aussi heureux que possible dans les conditions du malheur ou de l'adversité, non pas par déni, mais parce que sans le bonheur, je vais mourir. Je vais mourir psychologiquement, ce sera la dépression, ou je vais mourir physiquement. C'est ce que disait Paul Claudel. Quand Claudel parle du bonheur, il dit le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Autrement dit, ce n'est pas seulement un objectif qu'on se donne, une sorte de récompense ou de cerise sur le gâteau de la vie, c'est un carburant indispensable. Si nous n'avons pas régulièrement la capacité de nous sentir heureux, alors on ne peut pas affronter l'adversité de la vie. La vie, c'est naître, souffrir et mourir. Et les gens qu'on aime vont souffrir et vont mourir. Et ça n'est pas que ça, heureusement, mais c'est quand même aussi ça. Et donc, c'est également ce à quoi peut servir, si on y arrive, si on s'entraîne régulièrement. Ça n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Et donc, pour des gens comme moi, par exemple, il n'y a que par le travail qu'on peut de temps en temps apercevoir la possibilité de ce genre d'attitude. Et c'est pour ça que ce petit dessin nous amène beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer à un regard rapide, en le regardant rapidement. Le troisième point, je vous le disais, que c'est une approche donc, qui essaie de s'adosser à toute une littérature scientifique. Donc, quand vous regardez la littérature et les programmes de psychologie positive, soit vous avez des lectures assez généralistes, toutes les choses, toutes les démarches, tous les efforts qui contribuent à rendre les humains un peu plus heureux, mieux habiter leur vie. Et puis, il y a aussi des approches centrées sur la gratitude. Alors là, normalement, c'est optimisme et pessimisme, et quand on change d'ordinateur, on a ce genre d'ennui. Sur la compassion, il y a des livres en français, il y a les miens, mais il y a aussi des manuels universitaires écrits par des collègues, etc. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est la question à laquelle je vais vous inviter à réfléchir avec moi, des bénéfices des émotions positives. Finalement, si on s'intéresse tant que ça aux émotions positives, c'est qu'elles présentent un certain nombre d'avantages dont certains nous intéressent beaucoup, notamment en psychothérapie, en psychiatrie. Alors, je vais vous faire un petit test, on n'est pas très nombreux, on va pouvoir tous passer ce test psychologique. Regardez la figure donc, qui est présentée sur la diapositive. En haut, vous avez ce qu'on va appeler la figure de référence. En bas à gauche et en bas à droite, deux figures de comparaison. Je vous demande de ne pas trop raisonner, de voter de manière intuitive et spontanée, en me disant laquelle des deux figures en bas à gauche ou en bas à droite ressemble le plus à celle du haut. Donc je ne vous tente pas de piège, n'ayez pas peur, on va faire un vote à main levée, donc vous allez vous dévoiler évidemment en choisissant une des deux options. Donc je vous demande, les personnes qui trouvent que la figure qui ressemble le plus à celle du haut, c'est la figure en bas à gauche, je vous demande de lever le bras, que je puisse voir un peu où vous en êtes. Waouh, ok, très bien, merci beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Et celles et ceux qui courageusement trouvent que c'est plutôt celle-ci, ok, petite minorité, 5% à peu près, d'accord. Les personnes qui ont voté pour ce choix, quel est, je vous ai demandé un vote intuitif, mais
Pourquoi vous avez fait ce choix après coup? Qu'est-ce que vous auriez comme justification? Les carrés. Voilà, je vois des carrés, donc je reste sur les carrés. C'est une option tout à fait logique. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui a fait ce choix-là. Alors, celles et ceux qui ont fait ce choix, quelle est votre explication? Alors, un mouvement ascensionnel vers le haut, mais j'entends aussi beaucoup de personnes dire la disposition en triangle. Et donc, même si ce ne sont plus des carrés, je reste sensible à la disposition en triangle. Alors, merci pour vos réponses, ça me permet d'en savoir beaucoup plus sur vos états d'âme et je vais vous expliquer comment on fait en réalité. En vrai, quand on fait passer ce type de questionnaire, on ne le fait pas de la manière dont je viens à laquelle que j'ai utilisé pour vous faire passer ce questionnaire. On va d'abord moduler les émotions des personnes volontaires. On prend un groupe de volontaires, par exemple les 200 personnes dans cette salle, on les sépare en deux groupes comparables en termes de sexe, d'âge, etc. Et à la moitié d'entre eux, on va faire subir des procédures d'induction d'émotions positives. Donc, on va les mettre de bonne humeur, pour parler simplement. Donc, c'est très protocolé, on a des tas de techniques, soit on leur fait écouter de la musique gaie, soit on leur fait lire des histoires drôles ou regarder des extraits de films comiques, soit, encore plus fort, on les met devant un ordinateur, on leur dit qu'ils vont passer un test de quotient intellectuel, ils répondent effectivement à des questions voilà, sur le censé mesurer leur intelligence, à part que leur réponse n'a aucune influence sur le résultat. Et que quoi qu'ils répondent, c'est le groupe dans lequel ils ont été tirés au sort qui va donner la réponse. Donc ceux qui sont dans le groupe induction d'émotions positives, ils ont toujours 148 de QI, on les félicite, on leur dit que c'est incroyable, on a rarement vu ça au labo. Et donc tout ça met les gens de bonne humeur. Ceux qui ont été tirés au sort dans le groupe mauvaise humeur, contrariété, ils vont subir l'inverse. On leur fait écouter des musiques tristes, voir des films, des mélodrames. Et au test de quotient intellectuel, ils ont systématiquement, quoi qu'ils aient répondu, 83, ce qui n'est pas très élevé. Et ça les attriste beaucoup. Alors on leur dit, c'est pas très grave, hein, ça arrive, il y a des gens avec un petit QI, on peut s'en sortir quand même, mais ça ne met pas particulièrement de bonne humeur. Lorsqu'on a mis les gens d'humeur positive ou d'humeur négative, on a des résultats très différents. Leurs choix sont différents. Les personnes qui ont été mises de bonne humeur choisissent en priorité et majoritairement la figure en bas à gauche. Donc ce soir, c'est merveilleux. La plupart d'entre vous êtes plutôt de bonne humeur. Mais lorsqu'on les a mis de mauvaise humeur, ils choisissent plutôt cette figure. Donc il y a quelques personnes qui soit sont de mauvaise humeur, elles peuvent avoir des très bonnes raisons pour l'être, il n'y a aucun souci avec ça, soit sont très différentes des autres et tout en étant de très bonne humeur, ont quand même fait ce choix. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors ceux qui nous expliquent ça assez clairement, ce sont les psychologues évolutionnistes, les psychologues qui cherchent à comprendre, par exemple, à quoi servent les émotions, quelle est la fonction des émotions tout au long de l'évolution, de la durée d'évolution des espèces. Et ce qu'ils nous disent, c'est que les émotions sont une forme d'intelligence préverbale, de perception du monde qui a préexisté à l'apparition du langage, des mots, des concepts abstraits, et au fond qui est une forme d'intelligence préverbale qui nous fait réagir assez rapidement. Donc il faut que ce soit un système qui nous fasse agir vite, même s'il est un petit peu grossier. Et donc la manière dont les émotions marchent est la suivante. On a en gros des émotions plutôt positives, plutôt agréables, et des émotions plutôt négatives et désagréables. Les émotions négatives se déclenchent lorsque nous sommes en danger, lorsque des menaces surgissent dans notre environnement. Et donc, au moment où nous nous sentons en danger, notre attention, notre focale attentionnelle se rétrécit, se resserre. Par exemple, lorsque vous êtes de mauvaise humeur, il n'y a pas forcément un danger, ça peut être aussi une frustration, une contrariété, mais c'est une situation problématique, quelque chose qui vous heurte, eh bien, vous allez vous focaliser sur des détails. Les jours où vous êtes de mauvaise humeur, même une conversation d'une heure sur plutôt neutre, plutôt amical, il suffit qu'il y ait un ou deux détails qui vous contrarient, un ou deux mots de travers, une ou deux remarques un petit peu critiques, eh bien ce sont ces détails-là qui vont focaliser votre attention. De même, dans le monde animal, ces émotions négatives, comme la peur, resserrent la focale attentionnelle des animaux. Si vous êtes un petit animal qui va boire au point d'eau,
Vous savez que les prédateurs viennent aussi boire dans ce point d'eau. Et donc, vous allez faire très attention aux moindres détails, le moindre bruit, le moindre bout de bois qui flotte. Vous demandez si ce n'est pas un crocodile, le moindre bruit. Vous demandez si ce n'est pas un prédateur qui s'approche. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on met les gens de mauvaise humeur, eh bien, d'une figure globale comme celle-ci, ils vont avoir tendance à se focaliser sur les détails qui la composent et rester sur ces détails, même si, par exemple, là, leur nombre a changé. À l'inverse, donc, ces émotions négatives nous sont utiles. C'est tout l'ensemble des réactions qui se déclenchent lorsqu'il y a un problème dans notre vie et qui nous rend plus minutieux, plus attentifs, plus focalisés aux petits détails, pour le meilleur et pour le pire. Ça peut nous permettre de dépister des dangers, mais ça risque aussi de nous faire ruminer inlassablement sur des petits détails qui finalement ne sont pas si importants que ça. À l'inverse, lorsqu'un animal et un humain est mis de bonne humeur, il va avoir tendance au contraire à ouvrir sa focale attentionnelle. La fonction des émotions positives dans l'évolution des espèces comme la nôtre, c'est non plus de resserrer notre attention sur les problèmes pour tenter d'y échapper ou de les résoudre, mais au contraire d'ouvrir notre attention pour chercher des ressources ou des solutions. C'est en ouvrant notre attention, au lieu d'être le nez dans le guidon, que nous pourrons trouver à boire, à manger, des endroits pour nous reposer, des congénères pour avoir des activités agréables, de jeux, de sexualité, etc. Et donc, c'est ce qui explique que ces émotions positives font qu'on n'a pas tendance à se focaliser sur les détails, mais sur la disposition générale en triangle, et donc à rester sur cette approche. Les deux, donc, nous sont très nécessaires. Émotions négatives, resserrement de l'attention, focalisation sur les détails pour tenter d'échapper au problème ou de trouver une solution. Et émotions positives pour ne pas se noyer justement dans les détails, ne pas perdre de vue tout ce qui fonctionne bien dans notre existence. Reconnaître qu'il y a un problème, mais le recontextualiser, comme on dit. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on traite des patients phobiques, c'est très important de vérifier qu'ils ne soient pas déprimés. S'ils sont déprimés, ils ne peuvent plus contextualiser. Ils ont tendance à se focaliser juste sur ce qui leur fait peur et ils n'arrivent plus à recontextualiser l'objet de leur peur. Alors, ça, c'est très important parce que ça nous rappelle que les émotions positives sont vraiment indispensables. Dès qu'on veut avoir du recul, dès qu'on veut prendre un petit peu de hauteur, dès qu'on veut voir les problèmes dans un ensemble qui fait que notre attention ne se noie pas sur eux, on a besoin régulièrement d'ouvrir notre focale attentionnelle et de percevoir l'ensemble de ce qu'est notre vie, et pas seulement la percevoir comme une succession de difficultés et de problèmes. Donc ça, c'est les études originales. Ça, on va passer. Alors, une autre caractéristique très forte et très importante pour nous des émotions positives, c'est leur lien avec ce qu'on appelle les comportements prosociaux. Un comportement prosocial, c'est un comportement qui nous pousse à aller vers les autres, à donner de l'aide, à donner de l'attention, à donner de la bienveillance, à aller au secours des autres s'ils en ont besoin. Ça se passe dans les deux sens. D'abord, ce qu'on sait, c'est que l'induction d'émotions positives favorise les comportements prosociaux. Donc ça, c'est assez facile à montrer en laboratoire de psychologie expérimentale. Vous mettez des volontaires de bonne ou de mauvaise humeur par tout un tas de petites procédures, et après vous les laissez sortir du laboratoire. Eux pensent que c'est fini, que l'expérience, l'étude à laquelle ils ont participé est terminée. En fait, elle commence puisqu'à la sortie du labo, ils vont croiser une personne qui porte des boîtes et qui trébuche, qui les renverse devant eux. En fait, cette personne, c'est un comparse, évidemment, des chercheurs, et son boulot toute la journée, c'est de marcher, de faire tomber les boîtes et de regarder qui l'aide ou qui ne l'aide pas, selon le type d'émotion qu'on a induit chez les volontaires. Et ce qu'on trouve systématiquement, c'est que plus les personnes ont été mises de bonne humeur, plus elles vont avoir tendance à aider, plus elles ont des comportements prosociaux. Ça, c'est très important parce que ça va à l'inverse d'une croyance qu'on a souvent, qui est que le bonheur rend égoïste, que si on cherche trop à être heureux, on va se replier sur soi, on va ne s'occuper que de son nombril. Ça peut être vrai dans certaines circonstances, on pourra en parler, mais assez souvent, toutes choses égales par ailleurs, quelqu'un d'heureux, pour les raisons de modification attentionnelle qu'on a évoquées tout à l'heure, a tendance à regarder autour de lui. Et quelqu'un de malheureux qui souffre a tendance à se rétracter sur lui. Toute forme de souffrance rétracte notre attention sur nous-mêmes. Si vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez eu très mal aux dents, ou la dernière fois où vous avez été très malheureux, un chagrin d'amour, un deuil, des choses qui vraiment représentent une souffrance physique, psychique intense, eh bien, dans ces moments-là, quand nous souffrons beaucoup,
plus rien autour de nous ne peut nous intéresser ou nous faire plaisir. Même nos enfants, nos proches, les belles choses qu'il y a autour de nous n'arrivent pas à capter notre attention. Notre attention s'est resserrée et elle s'est focalisée sur nous. Le bonheur, le bien-être, les émotions positives ont l'effet inverse. Elles élargissent notre attention, on regarde davantage autour de nous et elles nous décentrent, elles nous poussent à aller davantage vers les autres. Rebecca Shankland, qui est une collègue chercheuse en psychologie sociale à Grenoble, a fait récemment une étude très très intéressante aussi, où elle a montré que non seulement on augmentait les comportements d'aide en induisant des émotions positives, ou lorsque nous étions sur un registre émotionnel positif, mais que même on pouvait donner plus d'argent. Donner de l'argent, pour les chercheurs en psychologie sociale, c'est vraiment le marqueur de l'altruisme, parce qu'ils peuvent toujours chipoter en disant oui, aider quelqu'un à ramasser des boîtes par terre, c'est gratuit, ça, bon, c'est pas. Mais la vraie preuve, c'est si vous arrivez à faire donner de l'argent à vos volontaires sous l'effet des émotions positives. Et Rebecca donc a fait une étude très simple. Elle est allée avec une petite camionnette à l'entrée d'une zone commerçante de Grenoble un samedi. Enfin, plusieurs jours de suite, mais une période où il y avait beaucoup de gens dans les magasins. Et il y avait un panneau qui proposait aux passants de consacrer 20 minutes pour une grande enquête sur le moral des Français. Donc quand vous passiez, on vous disait, voilà, on va vous donner 10 € si vous rentrez remplir des questionnaires anonymes. On fait une enquête sur le moral des Français. Donc les gens qui avaient un peu de temps et qui avaient envie de gagner 10 € montaient dans la camionnette, ils s'asseyaient, ils remplissaient les questionnaires, où effectivement, on évaluait parmi tout un tas de dimensions leur morale à l'instant où ils remplissaient le questionnaire. Est-ce qu'ils étaient plutôt de bonne humeur, ou plutôt pessimistes, ou plutôt joyeux, plutôt tristes, etc. Donc on savait qui était plutôt de bon poil au moment où on faisait l'expérience et qui ne l'était pas. Et puis c'est pareil, on leur donnait leurs 10 €, on leur disait au revoir, bon après-midi, et ils ressortaient. Et à ce moment-là, c'est là que les choses intéressantes commençaient vraiment. Il y avait un autre chercheur qui les attendait à la sortie de la camionnette et qui leur disait « Ah, vous avez les 10 €, félicitations. Alors, vous n'êtes pas obligés, hein. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez, on fait une collecte pour je ne sais plus, la protection de la faune sauvage ou les bonnes œuvres, nos bonnes œuvres en Afrique. Donc, vous pouvez reverser une partie de cet argent, mais si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. » Et certains donnaient, d'autres ne donnaient pas, certains donnaient tout, d'autres donnaient juste 1 ou 2 €. Et la corrélation à effectuer, c'était qui donnait combien en fonction de ses résultats au questionnaire qui évaluait son état émotionnel. Et là encore, on retrouvait systématiquement que plus les gens venaient de remplir les questionnaires prouvant qu'ils étaient de bonne humeur, plus ils avaient tendance à être généreux. Donc, ces liens de causalité entre émotions positives et altruisme, comportements prosociaux sont très solidement établis. Et on a des liens réciproques où on montre que plus on donne, plus on aide, plus on va vers les autres, plus ça induit d'émotions positives. Et là, on retombe au cœur effectivement de ce que disait, ce qu'écrit Mathieu Ricard dans son merveilleux bouquin sur l'altruisme. Nous sommes câblés pour les comportements d'entraide. Alors évidemment, sous l'influence de certaines éducations, de certaines cultures, on peut apprendre aux enfants à éteindre ces circuits neuronaux, à ne pas les utiliser et à plutôt développer des attitudes égoïstes ou très compétitives ou très peu collaboratives. Mais tout le câblage est livré de série dans notre cerveau dès le jour de notre naissance. Et pour une raison simple, c'est que nous sommes un animal social. L'humain fait partie des espèces sociales avec une nécessité d'interagir avec ses proches et de vivre avec ses proches. On n'est pas des animaux solitaires. Vous savez, il y a des animaux, des espèces solitaires, comme les tigres, qui ne se retrouvent que pour l'accouplement, ou les mamans pour s'occuper des bébés, c'est tout. Ils ne vivent pas en troupeau. Des espèces grégaires, comme les grands bancs de poissons, où à certains moments, les humains sont grégaires. Hein, quand on se déplace dans le métro, c'est-à-dire on est tous ensemble, mais il n'y a pas d'interaction entre les individus. Et puis les espèces sociales, on est ensemble, il y a des interactions très riches, très importantes. Et l'humain est un animal social pour une raison simple, et nous sommes des animaux sociaux parce que nous sommes minables. On est des minables, biologiquement en tout cas. C'est-à-dire on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a pas de carapace, on ne court pas très vite, on n'a pas de cornes, on n'a pas de trompe. N'importe quel chimpanzé nous colle une raclée d'une seule main. Donc si on n'est pas capable de s'associer, de se soutenir, de s'entraider, on ne peut pas aller très loin sur Terre, on ne peut pas devenir comme nous
nous sommes aujourd'hui le grand prédateur, l'espèce qui domine, et on ne peut pas accéder à l'anthropocène, comme le disait Étienne. Et si ça nous a été donné, c'est parce que nous sommes une espèce sociale, et notamment parce que notre cerveau a été façonné par l'évolution pour que les interactions sociales soient à récompenser, pour que finalement aider autrui nous mette de bonne humeur, et pour que cette bonne humeur engendre un comportement, un cercle vertueux, nous pousse davantage à aimer autrui. La nature est très bien faite, elle associe comme ça souvent des récompenses à des activités qui pourraient être fastidieuses ou fatigantes, comme la sexualité. C'est fatigant la sexualité, il faut chercher des partenaires, après il faut faire une quantité d'exercice physique plus ou moins importante, mais il y a une récompense très forte à la sortie. C'est pareil pour les comportements prosociaux. Alors, tout ça, on le connaît bien, donc je ne vais pas vous parler d'autres travaux qui montrent, par exemple, qu'avoir des comportements prosociaux, d'amabilité, de gentillesse, suscite en retour d'autres comportements de gentillesse. Mais par exemple, il y avait cette petite étude qui a été réalisée dans un café de Nice qui montrait que si vous demandiez un café, ça vous était facturé 7 euros. Un café, s'il vous plaît, c'était 4,25 €. Et bonjour, un café, s'il vous plaît, 1,40 €. Et avec un grand sourire, c'était encore moins cher. Alors, d'autres études très intéressantes et qui nous motivent beaucoup à explorer ce travail sur la psychologie positive sont les études conduites dans le domaine de la santé. Il y a deux sortes d'études dans le domaine de la santé. Il y a les études sur le court terme et les études sur le long terme. Sur le court terme, on a des études comme celle-ci qui avait été conduite par une collègue américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson, où elle faisait venir à son labo des volontaires qu'elle soumettait à des stress. Elle leur faisait des misères. Bon, je ne vous raconte pas, mais on a tout un tas de protocoles pour augmenter le stress des gens. Et du coup, ça augmente, entre autres, leur rythme cardiaque, ça perturbe leur rythme cardiaque, ça augmente la fréquence, ça perturbe l'écart entre les battements cardiaques. Et ils étaient appareillés, c'est-à-dire on pouvait vérifier sur l'électrocardiogramme comment tout ça avait un impact sur leur corps. Puis, après les avoir stressés, on leur permettait de se reposer dans une petite pièce où on leur projetait des films. Ils étaient séparés en 4 groupes à qui on projetait des films différents. Le but de ces films, c'était d'induire des émotions. Donc le premier groupe voyait des films comiques, donc on induisait des émotions de joie, d'hilarité. Le deuxième groupe voyait des films montrant des beaux paysages, donc on induisait des émotions d'admiration. On appelle ça ou l'élation, voir des choses admirables. Le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe contrôle. Il voyait un film qui ne modifiait pas l'état émotionnel, c'était des formes géométriques qui se déplaçaient lentement sur l'écran, donc ni agréable ni désagréable. Et le quatrième groupe, c'est celui qui était tiré au sort pour recevoir une induction d'émotions négatives. Donc c'était une visite de cimetière avec des musiques tristes, des commentaires tristes. Bon, voilà, c'était pas très joyeux. Et la variable qu'on étudiait, c'était quel temps faut-il chez ces quatre groupes de volontaires différents au cœur pour revenir à son rythme normal. On mesure le rythme avant de stresser les gens, on voit l'accélération du rythme cardiaque après le stress et on regarde si l'induction émotionnelle positive ou négative a un effet sur la récupération cardiaque, sachant que le groupe contrôle à qui on ne fait vivre aucune émotion particulière sert de comparaison. Et ce que vous voyez, c'est que l'induction d'émotions positives ramène les battements cardiaques à la normale plus rapidement. Plus les barres noires sont courtes, plus ça veut dire que le temps de retour à la normale a été court. Et l'induction d'émotions négatives, au contraire, leur allonge. Grande platitude. Je ne pense pas que ça vous surprenne, c'est évident. Lorsque nous avons été malheureux ou stressés, vivre des événements agréables ensuite a un effet réparateur, biologique, pas seulement psychologique, et vivre d'autres événements désagréables a un effet aggravateur. Ça perturbe le retour à la normale, à l'homéostasie. Donc ça, on le sait, mais est-ce qu'on le fait ? Parce que l'application pratique de ce genre de travaux, c'est la chose suivante. C'est chaque fois que je suis confronté à des choses qui me font des soucis et que je n'arrive pas à régler. Si ce sont des soucis que je peux régler, eh bien je les règle. C'est-à-dire si j'ai un caillou dans la chaussure pendant que je marche, c'est un souci que j'ai plutôt intérêt à régler en enlevant le caillou de ma chaussure, plutôt qu'en me disant « c'est pas grave, tu peux tenir, accepte ça, c'est la vie, c'est normal, une petite adversité, je m'arrête, j'enlève le caillou ». Mais il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas régler comme ça. Il y a des problèmes face auxquels on va devoir se résoudre à
les laisser dans notre vie. Si je me fais des soucis pour la santé d'un proche, pour la scolarité de mes enfants, pour l'avenir du pays, pour la crise économique, pour la guerre, je ne peux pas faire comme le caillou, je ne peux pas enlever le souci de ma vie et régler le problème. Donc, je vais devoir accepter que le souci reste là, que la source de souci reste là, et essayer, si j'ai bien lu ces études, de me dire, ok, voilà, le souci est là, tu as fait ce que tu pouvais, maintenant, ça t'a fait du mal, cette histoire, essaie de te réparer, essaie de te faire du bien, essaie de profiter de ce que ta vie te permet, t'offre comme bon moment, comme source de bien-être. Ben ça, vous le savez comme moi, on le sait tous que c'est ce qu'on devrait faire, lâcher nos ruminations, lâcher nos préoccupations, lâcher les soucis une fois qu'on a essayé de régler ce qui était réglable, et se régénérer, se ressourcer, se nourrir de ce que notre vie continue de nous proposer d'agréable. Mais là, on voit bien la différence entre ce que je sais et ce que je fais. Et ce genre d'études, au fond, ne font que confirmer des intuitions que nous avons tous, mais peut-être que leur intérêt, c'est de nous dire c'est quand même trop bête, sachant que ça se passe comme ça, de ne pas faire davantage d'efforts pour prendre soin de moi, même dans les périodes où j'ai des soucis importants. Voilà. L'autre chose importante qu'il faut dire par rapport à ces études, c'est que ça ne concerne que les personnes en bonne santé. On n'a pas démontré de manière décisive à ce jour, même si on a des intuitions, des études qui poussent un peu vers ça, on n'a pas démontré que les émotions positives pouvaient guérir une maladie déclarée, notamment une maladie menaçant la survie, des cancers, des leucémies, des maladies dégénératives. On ne l'a pas démontré. Ce qu'on a démontré, c'est que tant qu'on n'est pas porteur de maladies menaçant très très clairement notre durée de survie, à ce moment-là, les émotions positives représentent un assez bon facteur, assez puissant, de protection contre la survenue des maladies. Voilà à peu près comment on peut présenter les choses. Dernier point, les premiers à avoir montré ça n'étaient pas des psychologues, n'étaient pas des psychiatres, mais des cardiologues. C'est très étonnamment parce qu'on les voit souvent comme des gens très techniques, pas très centrés sur les émotions. Ce sont des cardiologues qui, les premiers, à la fin des années 50, ont montré que les émotions négatives, comme le stress ou la colère, étaient très destructeurs pour le cœur, et qui, les premiers, ont montré que les émotions positives, au contraire, avaient un effet cardioprotecteur. Et donc, ils ont des tas d'études aussi à sortir de leur chapeau. Troisième point que je voulais souligner, la question de l'équilibre émotionnel. Comme je vous le disais, vous voyez, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est vrai que c'est un étiquetage qui est un peu pesant en psychologie positive. Psychologie positive, c'est vraiment pas tout positiver. Et toujours pareil, parce que c'est pas adapté, parce que c'est pas toujours possible, parce qu'on n'a pas toujours envie, et parce que parfois on peut même plomber les gens. Comme je vous le disais, on peut aggraver des gens déprimés en tentant de leur faire subir des séances de psychologie positive dont ils n'ont pas du tout envie. Alors il y a plein d'explications à ça, on ne va pas toutes les aborder, mais notamment que les émotions positives peuvent avoir des inconvénients. Quand Woody Allen écrit « J'étais tellement amoureux que dans le taxi, j'oubliais de surveiller le compteur », il repère parfaitement un de ces inconvénients. C'est que certaines émotions positives nous coupent de certains problèmes matériels, certains problèmes concrets. Et ça a été étudié notamment pour l'amour. Étienne parlait tout à l'heure de l'amour. Et il nous montrait comment Teilhard de Chardin avait un grand espoir qu'on puisse un jour faire cette deuxième énorme découverte, après celle du feu, c'est voilà, de découvrir comment fonctionnait l'amour, etc., etc. Alors, on s'en rapproche un tout petit peu. Par exemple, il y a une équipe de chercheurs qui travaille à Londres qui étudie le cerveau amoureux. Comment l'amour modifie le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, ils recrutent deux familles de personnes, de populations, les jeunes mamans qui viennent d'avoir un bébé. Donc, elles viennent au laboratoire, elles se mettent dans l'appareil d'imagerie cérébrale, et on leur montre des photos de leur bébé. Et comme c'est de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on voit quelles sont les zones du cerveau qui, lorsque on vous montre la photo d'un bébé, de votre bébé à vous, se mettent à surconsommer de l'oxygène, donc se mettent à s'activer, comme on dit. Et donc, ils font venir aussi des jeunes amoureux, pas jeunes en âge, mais jeunes en amour, des personnes qui viennent de tomber amoureuses l'une de l'autre depuis moins de 3 mois. Parce que si ça fait moins de 3 mois et qu'on leur montre la photo de l'autre, ça perturbe beaucoup le cerveau.
plus de 3 mois, les perturbations sont moins observables. Ce n'est pas la même chose. C'est toujours de l'amour, mais c'est plus subtil, c'est plus diffus. Et bon, ça, c'est la notion classique, hein. L'amour, le coup de foudre amoureux, c'est une perturbation cérébrale, une perturbation émotionnelle, bref. Donc ce que montrent ces chercheurs, c'est qu'il y a des zones du cerveau qui sont activées par le sentiment amoureux très fort d'une maman pour son bébé ou d'une personne amoureuse qui est encore dans la phase de lune de miel, de coup de foudre. Mais le plus drôle de l'étude, c'est qu'il montrait que d'autres zones du cerveau se désactivaient. Et effectivement, les zones du cerveau associées aux émotions positives, quand on ressent, aux émotions négatives, quand on ressent une émotion positive très forte, elles se mettent à moins bien fonctionner, ce qui nous coupe nos capacités de sens critique, de capacité d'analyser, de chipoter, etc. Dans le cas de l'amour, c'est très bien fait. Une des fonctions de l'amour, c'est de créer de l'attachement. Une fois que nous avons été attachés de manière un peu aveugle, hein, comme le montrent ces études, très fortement à notre enfant ou à notre conjoint, quand le sentiment amoureux va refluer un petit peu, normalement, l'attachement va rester. C'est-à-dire on va commencer à voir les défauts du conjoint, les défauts du bébé, mais il y aura quand même une empreinte, il y aura quand même des liens très forts qui se seront créés, qui nous permettront de survivre à la prise de conscience de ces défauts. Et c'est pour ça que ces phénomènes existent sans doute, mais ça montre bien que des émotions positives trop fortement ressenties altèrent d'une certaine façon notre lucidité, peuvent altérer notre capacité à faire la part des choses en quelque sorte. Et effectivement, on a un exemple en psychiatrie de maladie d'un excès d'émotions positives, puisque vous savez que l'excès d'émotions négatives, c'est la dépression. On est dans une tristesse pathologique dans laquelle on est englué, dont on ne peut pas sortir. Mais dans ce qu'on appelle la maladie bipolaire, qui est une maladie où se succèdent des trop d'émotions négatives et des trop d'émotions positives, l'inverse de la dépression, c'est ce qu'on appelle des accès maniaques, des excitations maniaques, où les personnes sont dans un registre d'émotions positives incontrôlées, excessives. Donc ils ressentent une espèce d'euphorie, de sentiment de toute puissance, d'envie de tout faire. Donc ils se lancent dans des dépenses inconsidérées, des rapports sexuels totalement débridés, ils boivent beaucoup, ils mangent beaucoup, ils dorment plus. Et ça finit en général assez mal, donc soit chez nous à Sainte-Anne, soit au poste de police, soit chez les pompiers, enfin bref. Donc ça se passe mal, quoi, les émotions positives non régulées. Une autre raison qui fait qu'on n'a pas toujours positivé, c'est que c'est important de ressentir des émotions négatives. Elles jouent un rôle, on l'a vu, très important pour nous aider à nous protéger des dangers, à être attentifs face aux dangers. Alors on a des tas de modèles en psychologie, par exemple les études qui montrent l'apparition de la peur du vide chez les bébés. Donc l'être humain est vraiment très très bien fait, ça marche impeccablement, et on montre que chez les bébés, la peur du vide, donc vous voyez c'est des dispositifs comme ça, vous avez une maman qui demande à son bébé de le rejoindre en marchant sur une vitre placée à 1 mètre du sol. Et les bébés n'aiment pas trop ça, et surtout, cette peur du vide atteint son maximum quand les bébés commencent à être capables de se déplacer à 4 pattes. C'est-à-dire dès que leur cerveau a maturé, a mûri suffisamment pour qu'ils puissent se déplacer à 4 pattes, automatiquement, la peur du vide apparaît pour les rendre plus prudents. Et il faut souvent que la maman déploie des tas d'efforts pour attirer son bébé et l'encourager à aller de l'autre côté. D'ailleurs, on a fait des études aussi montrant quelle était l'émotion, quelle famille d'émotions motivait le plus les bébés à traverser. Donc les chercheurs demandent aux mamans qui sont de l'autre côté soit d'avoir un visage impassible, soit d'avoir un visage gai, soit d'avoir un visage triste. Et on montre là aussi, grande platitude, que plus la maman exprime d'émotions positives, plus le bébé va arriver à surmonter sa peur du vide et à traverser. Voilà, ça on va passer. Donc la question qu'on se pose par rapport à ces émotions positives et négatives, dont on a vu qu'elles coexistaient en chacun de nous et que les deux étaient nécessaires, c'est quel est le bon ratio finalement, quel est le bon degré d'équilibre à atteindre pour les positives et les négatives. Alors, ce type de recherche, ça se fait par des méthodes de carottage émotionnel, de prélèvement émotionnel, où les volontaires qui participent à ces travaux, maintenant ça se fait sur les smartphones, chargent un petit logiciel, une petite application qui va sonner, disons, 5 fois par jour pendant 15 jours ou un mois. Et à chaque fois que ça sonne, vous devez noter sans réfléchir
dans quel état émotionnel vous êtes à cet instant, juste là maintenant. Est-ce que c'est plutôt négatif, plutôt positif, à quelle intensité? Donc en général, soit ils ont vous savez, ce qu'on appelle des échelles visuelles analogiques, c'est-à-dire des petits visages, des smileys allant du plus triste au moins triste, au plus joyeux. Donc ils entourent le visage correspondant à leur état d'âme, très triste, neutre ou plutôt joyeux, soit des chiffres de moins 10 à plus 10, etc. Et puis, quand on a fini le recueil des données, on regarde un petit peu à quelle fréquence les gens sont plutôt sur du négatif, plutôt sur du positif. Et ce qu'on trouve en général, c'est ce qu'on appelle le ratio de Losada. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des humains, dès lors qu'ils ne souffrent ni d'anxiété, ni de dépression, ni de problèmes psychologiques particuliers, en moyenne, nous sommes les trois quarts de notre temps plutôt sur des registres d'émotions positives. Nous sommes dans la confiance, l'admiration, la bonne humeur, le rire, voilà. Et un quart de notre temps, ou un tiers de notre temps, selon les études, nous sommes sur des registres plus négatifs. Nous sommes soucieux, inquiets, en colère, perturbés, tristes, embarrassés. Et c'est normal. Je vous parle de population normale. Quand on étudie ça chez des anxieux, on est sur un ratio qui se rapproche de moitié-moitié, moitié positif, moitié négatif. Et quand on est chez des patients dépressifs, là, on a une majorité d'émotions négatives et une minorité d'émotions positives. Alors, voilà, ça on va passer. Vous allez voir pourquoi ces études sont importantes pour la dernière partie que je veux aborder avec vous. C'est le rôle majeur, à mon avis, de la manière dont nous sommes présents au monde, dans nos capacités de ressentir des émotions positives et de nous sentir heureux. Alors, vous savez qu'il y a des tas de travaux, de recherches sur ce qui conduit les humains à être heureux. Donc, on peut soit centrer ces travaux sur les circonstances extérieures. Est-ce que l'argent rend heureux? Il y a des tas d'études très passionnantes sur ça. Est-ce que acheter une nouvelle voiture rend heureux? Est-ce que vivre en démocratie rend plus heureux que vivre en dictature? Tout ça a été assez parfaitement étudié. Mais il y a aussi des études sur la manière dont on perçoit le monde et la manière dont on gère notre quotidien, donc sur des dimensions plus psychologiques. Et par exemple, on a la possibilité, à partir d'un certain nombre d'études, de faire la proposition suivante, qui serait de dire, au fond, le bonheur, c'est une équation assez simple, c'est du bien-être plus de la conscience. Nous avons besoin des deux. En tout cas, dans la majorité des moments de bonheur, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des bonheurs qui pouvaient naître même dans la grande adversité, mais ce ne sont pas les plus faciles et les plus fréquents. La plupart de nos bonheurs nécessitent un peu de bien-être et un peu de conscience. Alors le bien-être, c'est les choses confortables de notre vie. Quand on est un animal, et c'est une donnée animale le bien-être, ce n'est pas spécifiquement humain, quand on est un animal, le bien-être, c'est manger des bonnes choses dans des endroits agréables, avec des congénères sympathiques. Ça, c'est du bien-être. Mais ce n'est pas encore du bonheur. Ce sera du bonheur si je prends conscience de la chance que j'ai de me trouver là. Si, quand vous êtes en train de manger des bonnes choses dans un endroit agréable avec des gens sympathiques, vous pensez à d'autres trucs, vous prévoyez votre après-midi, vous songez à une altercation que vous avez eue avec votre conjoint la veille, etc. Si vous n'êtes pas dans la conscience de ces bons moments, ça restera du bien-être. C'est déjà bien le bien-être. C'est mieux que le mal-être. C'est mieux que de manger des trucs dégoûtants avec des gens antipathiques dans des endroits moches comme tout. Mais c'est juste du bien-être. Si je prends conscience de ce bien-être qui m'arrive, à ce moment-là, il se passe un truc très différent au point de vue cérébral. Ça va transcender en quelque sorte ce qui n'est que des conditions matérielles agréables en un sentiment d'être un vénard, d'être quelqu'un de chanceux. Me dire, t'as du bol d'être vivant, d'être là, à cet instant. Quoi qu'il te soit arrivé avant, quoi qu'il t'arrive maintenant, ce truc que tu es en train de vivre, c'est une chance, c'est une grâce, etc. Là, on engramme un souvenir beaucoup plus puissant. Ce n'est pas juste du bien-être qu'on va probablement oublier si ça reste du bien-être. Si je vis des choses agréables en pensant à mes soucis, eh bien, je ne vais pas mémoriser ces choses agréables. Par contre, si je m'arrête, que je prends conscience, même de manière fugace, ce souvenir va être stocké au rayon des souvenirs de bonheur. Et donc, dans les périodes d'adversité, ce seront des choses sur lesquelles je pourrai m'appuyer
pour venir à mon secours, me montrer que ma vie a du sens, que ce n'est pas si lamentable que ça. Alors que si je traverse les bonnes choses de ma vie sans conscience, eh bien, elles ne me seront pas d'une grande aide lorsque j'aurai besoin de me les remémorer, de m'en souvenir. Donc, cette équation qui nous rappelle que le bonheur, ce n'est pas juste du bien-être, mais il faut qu'il y ait aussi la conscience du bien-être, qui explique d'ailleurs que les conditions de vie matérielles confortables, que sont celles de nous tous, on est des vénards, les Occidentaux, on vit dans une démocratie, on vit dans un pays où on a accès à l'éducation, à la santé, bon voilà, c'est quand même une grande chance par rapport à beaucoup d'autres personnes sur la planète. Eh bien, tout ce bien-être dont nous jouissons ne nous rend pas forcément heureux, à moins que nous ne soyons conscients que c'est une chance incroyable et infinie dont nous disposons. Un exercice très classique, je ne vais pas vous faire trop d'exercices de psychologie positive, on n'en a pas le temps, mais un exercice très classique à ce titre de psychologie positive et très puissant, c'est le fait de s'endormir tous les soirs en pensant à 3 bonnes choses. Alors, c'est typique des exercices de psychologie positive, c'est-à-dire que c'est simple, au point d'en paraître dérisoire, mais que c'est difficile de le faire tous les soirs. Par exemple, je vous propose, ce soir et les 15 jours qui viennent, les 2 semaines qui viennent, de faire cet exercice. Quand vous allez vous endormir ce soir, de repenser à 3 bons moments de la journée. Même si la journée a été difficile, justement, au contraire, surtout si elle a été difficile, même s'il ne s'est pas passé de choses bouleversantes, faire l'effort tous les soirs d'aller chercher 3 petits moments agréables que j'ai vécus et ensuite faire l'effort de les revivre, de les rappeler physiquement. Ce n'est pas juste un passage intellectuel, il y a eu ça, ça et ça, allez hop, je me remets à penser à mes soucis ou à mes projets, mais c'est vraiment s'immerger physiquement, respirer avec ces souvenirs, les inviter dans notre corps, les ressentir charnellement. Chaque fois que je fais ce type de travail, que je le répète soir après soir, je creuse, j'active des voies neurales facilitant l'accès aux émotions positives. Je muscle ma capacité à voir ce qu'il y a de bon dans ma vie. L'idée n'est pas de se mentir, l'idée est d'être le moins aveugle possible à tout ce qu'il y a de bon dans ma vie. L'idée n'est pas d'oublier les soucis, mon cerveau ira tout seul vers les soucis. On est très bien calibré pour ça, vraiment. Bon, ça on en reparlera, mais l'aptitude aux émotions négatives chez l'être humain est extraordinaire. Et d'ailleurs, on ne voit jamais en psychothérapie des gens venir nous demander de se faire plus de soucis, d'être de moins bonne humeur. On est tous des champions pour ça. Et ce qu'on a à travailler, c'est plutôt les émotions positives. Donc, et la conscience que ces sources d'émotions positives sont présentes dans chaque jour de notre vie, même les plus compliquées, et le travail, la musculation des voies psychologiques nous aidant à accéder à cette conscience. Alors, là, j'étais en train de vous parler de cette dernière partie des recherches qu'on fait dans toute une branche de la psychologie positive sur le travail lié à l'attention. Alors, vous savez qu'on vit une époque formidable, effectivement, marquée, comme rappelait Étienne à propos de Teilhard, par un progrès très régulier, mais il y a aussi quand même des moments où certains des progrès apportés par nos conditions de vie posent des problèmes. Il y a les pollutions, par exemple, l'automobile est un progrès, mais la pollution liée à l'automobile n'est pas un progrès, plutôt une nuisance. C'est des tas de choses qui provoquent des pollutions chimiques, de l'eau, de l'air, des aliments. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des pollutions attentionnelles. Et par exemple, la société dans laquelle nous vivons, qui est une société marquée par l'omniprésence des écrans. Vous voyez, ce soir, vous êtes venu assister tranquillement à une conférence sur la psychologie positive et on vous invite à envoyer des SMS, à regarder vos écrans, etc. On ne peut pas y échapper. Alors, c'est très bien les écrans, ça nous permet des choses magiques, ça permet l'accès à une somme de connaissances infinies grâce à Internet, ça permet de converser avec votre fille qui est partie en Australie, votre fils qui est en Mongolie, avec juste votre iPhone. Donc tout ça, c'est fantastique, à une condition, c'est que ces progrès technologiques s'accompagnent de progrès psychologiques. Or, l'irruption des écrans dans nos vies est allée tellement vite, c'est une révolution très certainement comparable à la révolution qui a eu lieu dans l'histoire humaine avec l'apparition de l'écriture.
Mais l'écriture, ça a mis des siècles et des millénaires à se diffuser à l'ensemble des humains, donc on a eu le temps de s'adapter à ça. La révolution digitale, elle s'est produite à toute allure, hyper boostée, poussée par les gens de la pub, les gens du marketing qui se sont débrouillés pour nous faire croire que sans écran, on était des sous-humains, et donc qui ont fait que la totalité, quasi-totalité des humains de la planète est équipée de téléphones portables, etc. Et donc, on n'a pas fait les progrès psychologiques nous permettant un bon usage de ces écrans. Et ces écrans induisent, par exemple, de nombreuses carences. Des carences en temps de vie. Il y a beaucoup de moments où on ferait mieux de profiter de la vie plutôt que d'aller voir si on a un SMS ou d'aller surfer sur Internet ou voir nos pages Facebook. Des compétitions entre temps d'écran et temps d'interaction familiale. Quand on regarde sur quel temps est volé le temps passé devant les écrans, c'est temps de sommeil et temps d'échanges familiaux. Il y a de plus en plus de moments dans les familles où chacun est devant ses écrans et de plus en plus de repas de famille qui, pendant le repas même, décrochent leur téléphone et répondent alors qu'ils sont avec leurs proches, ou les ados envoient des SMS. Donc, c'est très important de prendre conscience de cet envahissement, si on ne fait pas attention, de nos temps d'interaction par les écrans. Il y a aussi une compétition importante entre les temps de repos et les temps d'écran. Ce qui est très très curieux, c'est que souvent, beaucoup de personnes, pour se reposer, soi-disant, font des jeux stupides sur leur iPhone, des jeux totalement inutiles, des trucs comme Candy Crush, etc. Et disent « ça me vide la tête, ça me change les idées ». Ou lors d'une pause à leur travail, ils vont regarder leur compte Facebook. Ça n'est pas reposer son cerveau. Quand on fait ça, on ne se repose pas, on fatigue son cerveau différemment avec des trucs inutiles et pour certains toxiques. Donc, ce que nous vole l'excès de temps consacrés aux écrans, c'est des temps de repos cérébral. Pourquoi c'est important, les temps de repos cérébraux? Pour une raison simple, c'est parce que nous avons des zones du cerveau qui s'appellent le réseau par défaut. C'est un ensemble de zones cérébrales qui ne s'activent que lorsque nous ne faisons rien. Ça, on s'en est aperçu, les chercheurs, les neuroscientifiques s'en sont aperçus. Ça fait maintenant une dizaine d'années, en faisant venir, donc, comme je vous racontais, des gens à leur labo et en leur faisant faire tout un tas d'activités. On leur fait faire des maths et on regarde quelle est la zone du cerveau qui s'active lorsqu'on fait du calcul mental. On leur montre des photos de leur bébé, on leur fait écouter de la musique triste et tout ça active des zones cérébrales. Et puis à certains moments, on leur fout la paix parce qu'on est en train de changer les logiciels, etc. Mais ils sont toujours dans la machine. Et on voit à ce moment-là que leur cerveau se met à fonctionner sur un registre différent, qu'il y a des zones qui ne sont pas activées en temps normal par les activités intentionnelles, par les tâches volontaires, les distractions ou les actions délibérées, mais qui se mettent à fonctionner comme une sorte de petit murmure du cerveau quand on est dans la non-action des orientaux. Ça s'appelle le réseau par défaut. Pendant longtemps, on a pensé que ce réseau par défaut, c'était une sorte de fonctionnement au ralenti du cerveau. Vous savez, comme quand vous êtes au feu rouge, vous n'éteignez pas votre moteur parce que vous savez que ça va redémarrer bientôt, donc vous le laissez tourner au point mort au ralenti. Et on pensait que le réseau par défaut était au fond le ralenti du cerveau. Et puis on s'est aperçu, avec un certain nombre d'études, d'intuitions, de corrélations, même si ce n'est pas encore démontré à 100%, que chaque fois que nous permettions à notre cerveau de ne rien faire, d'être dans la non-action, eh bien, il se passait des choses très importantes. Des souvenirs, des expériences de vie étaient traités en mode automatique, étaient mis en corrélation avec d'autres expériences de vie. C'était des moments où nous donnions assez naturellement du sens à ce que nous avions vécu, très probablement où nous confrontions des expériences vécues avec des souvenirs plus anciens. Donc toute une activité très précieuse dont certains chercheurs en neurosciences chez les enfants commencent à dire qu'il est inquiétant de voir comment le cerveau de nos enfants est en permanence sollicité par des distractions, par des sollicitations digitales ou par des actions, faire leurs devoirs, etc., et où les enfants n'ont plus aucun temps de répit, aucun temps d'ennui, aucun temps d'inactivité qui permettrait à leur réseau par défaut de fonctionner. Donc on commence à se dire, qu'est-ce que c'est que cette société qui nous offre en permanence la possibilité de coller notre attention sur des choses souvent futiles ou anodines et de nous couper finalement de cette non-action qui est une sorte de respiration de notre esprit, qui est un moment beaucoup plus précieux
qu'on l'imagine. Ce n'est pas juste de la non-action, mais c'est finalement quelque chose qui a certainement à voir avec notre identité personnelle, avec le sens que nous pouvons donner à un certain nombre de nos actions et qui n'arrive que quand on ne fait rien, pour aussi étonnant que ça puisse paraître. Les autres perturbations apportées par les écrans sont les perturbations du flux attentionnel. Alors, il y a quelques années, j'avais été, il y a deux ans, je crois, il y avait eu ce petit fait divers dont vous vous souvenez peut-être, c'était des députés, alors là, pour le coup, c'était des socialistes photographiés par des UMP, mais ça pouvait parfaitement être l'inverse, des députés donc, qui faisaient du Scrabble pendant un débat parlementaire. Donc, ils jouaient au Scrabble au lieu de se concentrer ou de réfléchir, et bon, voilà, ils écrivaient certains mots, c'est une photo qui est non truquée. Après coup, je me suis aperçu que ce député, c'était Thévenoud, c'est le pauvre député qui a une phobie administrative. Et du coup, je suis allé voir sur Internet comment il avait réagi à ça. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, ce type quand même pris la main dans le sac de narcissisme, d'arrogance, de mensonge. Comment il avait réagi quand on l'avait attrapé sur ça? Et c'était hallucinant. Si vous cherchez sur Internet, puisqu'évidemment, ce truc-là, c'est trop drôle, ça passe au petit journal sur Canal+. Donc le petit journal va avec son micro interviewer Thévenoud. Et Thévenoud, c'était lui et son pote. Alors, je ne sais pas si c'est son copain qui répondait ça ou si c'était lui, mais dans l'ordre, chacun a répondu. Au lieu de dire, bon écoutez, on est désolé, c'est vrai, on a été élu, ce n'était pas pour jouer au Scrabble, notre salaire de parlementaire n'est pas fait pour nous permettre de faire du Scrabble, mais bon, c'est dur, ces débats sont longs, donc il y en a qui roupillent, nous on tente de... Ils auraient dit ça, c'était impeccable, on peut vraiment comprendre. C'est vrai que certains débats parlementaires, c'est sûrement assez pesant. Au lieu de ça, ils étaient dans le registre, non, mais c'est les autres députés, avec tous leurs amendements, ils font chier, c'est ennuyeux. Et puis l'autre, et je crois que c'était Thévenoud qui disait ça, renchérissant, en disant, et en plus, j'ai fait quand même un score de 240, c'est pas si mal. C'est-à-dire zéro remise en question, grande autosatisfaction, etc. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Mais ce que montrent tous ces travaux, c'est qu'effectivement, dès qu'on ne régule pas toutes les interruptions proposées par le digital, plusieurs problèmes apparaissent. Le premier problème, c'est qu'on se met à faire des bêtises. Chaque fois qu'en laboratoire, vous faites passer des tests d'efficience intellectuelle à des volontaires que vous interrompez régulièrement, leurs résultats se cassent la figure. C'est assez logique, mais quand on regarde les conditions dans lesquelles travaillent nos ados, par exemple, avec le portable allumé, les SMS qui arrivent à flux tendu, ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et alors après, on essaie de nous vendre la capacité, effectivement, de neuroplasticité, leur cerveau est multitâche, s'y adapter, etc. Ça ne marche pas du tout. Dès qu'on fait des études un peu carrées sur le multitâche et les interruptions, c'est l'effondrement de toutes les performances. Donc ça, c'est des arguments marketing, mais ce n'est absolument pas des données scientifiques. L'autre point, c'est qu'effectivement, la répétition de ces interactions pourrait bien affaiblir nos capacités de stabilité attentionnelle. Vous voyez, la stabilité attentionnelle, c'est quand je suis accroché à une tâche, ne pas penser à autre chose. Quand je suis en train de faire cette autre chose, ne pas repenser à encore autre chose. Et quand je suis enfin dans l'autre chose, tourner en boucle. Ça, c'est la stabilité attentionnelle et très probablement qu'elle est beaucoup plus perturbée que nous l'imaginons par ces nouvelles conditions de vie liées au digital. Mais le lien avec le bonheur est montré par des études comme celle-ci. Ça, c'est une belle étude qui est sortie dans la revue Science, qui est une revue très solide au point de vue scientifique, où il n'y a pas souvent de psychologie d'ailleurs, c'est compliqué d'avoir une méthodologie qui soit acceptée par les chercheurs du comité de rédaction de cette revue. Donc sur 5000 volontaires, une étude sur le registre de celles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a 5000 personnes qui acceptent toutes de charger un petit logiciel qui va sonner régulièrement pendant une période de temps assez longue pour pouvoir ensuite collecter les données. Et dans cette étude, on leur demandait non pas une, mais 3 informations. Chaque fois que ça sonnait, on leur demandait 1, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc, il y avait des codes pour chaque activité. 2, dans quel état émotionnel vous êtes? Agréable, désagréable. 3, est-ce que l'activité dans laquelle vous y êtes attentif? Autrement dit, si ça sonnait juste maintenant, vous devriez, 1, qu'est-ce que vous faites? Dire, j'assiste à une conférence, activité académique. 2, dans quel état émotionnel vous êtes? Là, vous répondez ce que vous ressentez. Très mal, je m'ennuie beaucoup, j'aurais jamais dû m'asseoir près du mur, mais près du couloir, ou bien très bien, je me régale, ça m'intéresse. 3,
au moment où ça a sonné, est-ce que vous étiez en train d'écouter le conférencier ou est-ce que vous dormiez, vous envoyiez des SMS, vous étiez en train de tweeter, vous parliez à la voisine, etc. Ce que montre l'étude, quand les chercheurs récupèrent toutes les données, c'est deux, trois choses très impressionnantes. D'abord, donc cette population d'adultes nord-américains normaux, entre guillemets, 5000 personnes âgées de 18 à 80 ans, la moitié d'entre elles, lorsque ça sonnait, pensaient à autre chose ou faisaient autre chose que l'activité en cours. Dans un cas sur deux, on n'est pas dans le truc qu'on est en train de vivre. Deuxième donnée, plus je suis ailleurs, moins j'ai de chances d'être heureux. Autrement dit, il y avait un lien très fort, avec une causalité, entre le fait d'être dispersé et le fait de ne pas être dans un état émotionnel positif. Et à l'inverse, un autre lien très fort entre le fait d'être centré sur mon activité, quelle qu'elle soit, même si c'était du travail, et le fait de me sentir bien. Autrement dit, il vaut mieux être concentré sur son boulot, ça nous rendra plus heureux, que faire des choses agréables, mais sans être présent, sans être conscient de ce que nous vivons, sans être présent à ce que nous faisons. Donc, ces études remettent au centre de nos préoccupations, finalement, le rôle capital de ce sur quoi nous portons notre attention, le rôle potentiellement toxique des sursollicitations digitales et la nécessité, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des progrès psychologiques pour nous permettre d'habiter ces progrès technologiques. Alors, il y a plusieurs possibilités pour faire face à ce monde très excitant, très sexy, mais très toxique potentiellement. On peut faire des efforts d'autocontrôle, c'est-à-dire on peut décider de réfréner la tentation permanente de se coller sur des écrans parce que c'est très agréable, les écrans, c'est très sexy, c'est facile, c'est joyeux, c'est toujours en mouvement, ça ne demande aucun effort, c'est pensé pour ne demander aucun effort. On peut aussi essayer de se lancer dans l'apprentissage d'une méthode comme la méditation qui va nous apprendre à rester centré sur les activités sans se laisser attirer par tout un tas de distracteurs. Alors, c'est très intéressant ces histoires de méditation. Nous, à Sainte-Anne, ça fait 10 ans maintenant qu'on propose ça à nos patients pour tout un tas de raisons, pas seulement pour celles que je suis en train d'aborder avec vous. Et on s'aperçoit de la chose suivante. Quand on apprend aux gens à méditer par les techniques de pleine conscience, qui sont les techniques les plus simples dans l'univers de la méditation. La méditation, en fait, c'est des dizaines et des dizaines de techniques. La plus simple, la plus codifiée, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Et ça consiste juste à se centrer sur l'instant présent, être attentif à ce que je suis en train de vivre. Et dès que je sens que je pars dans mes ruminations, revenir à la situation. C'est très compliqué quand on a des tendances anxieuses ou dépressives, ou juste quand on se laisse capter par la multiplicité des écrans qui nous amènent où on veut, sauf là où on est. Plus les personnes maîtrisent la technique de méditation, plus ils pratiquent régulièrement la pleine conscience, plus on fait augmenter en eux la fréquence des émotions positives. Ce n'est pas une technique de psychologie positive. On ne leur demande pas de penser délibérément à des bonnes choses, à des bons souvenirs. On leur demande juste de se rendre présent à leur vie telle qu'elle est à l'instant. Et ce qu'on découvre, c'est que finalement, ouvrir les yeux sur notre vie telle qu'elle se déroule au quotidien suffit pour la majorité d'entre nous à augmenter significativement notre niveau de bonheur. Ma pile donne des signes de faiblesse. Ça, c'est une étude qu'on avait faite dans le service, notamment avec Régine Janengro, qui est directrice de recherche au CNRS. On avait montré exactement ça, mais qui a été démontré plein de fois. Apprendre à méditer améliore nos tendances impulsives, on contrôle mieux nos impulsions, impulsion à manger, impulsion à tweeter, impulsion à envoyer des SMS, et améliore notre équilibre émotionnel, notamment moins barboter dans les émotions négatives, davantage s'ouvrir aux bonnes choses et aux émotions positives, etc. Les conclusions concrètes de ce genre de travaux, j'ai bientôt fini. J'ai l'impression que la pile de mon contacteur est en train de rendre l'âme. Voilà. C'est assez simple. Chaque fois que j'ai la chance de pouvoir attendre au supermarché, dans la file d'autoroute, chez le médecin, chez le dentiste, plutôt que de lire, d'envoyer des SMS ou de ruminer mes soucis, juste me rendre présent à mon souffle, à mon corps, prendre conscience que je suis vivant, regarder autour de moi, me sentir respirer. J'active mon réseau par défaut. Alors, je suis désolé, vous allez devoir me passer les diapos. Vous pouvez appuyer sur le bip. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la loge? Non, il n'y a personne apparemment. Ah mince.
Bon, ça y est, oh là là, bon, je ne vais pas bouger. Deuxième point, préserver des plages de continuité. Nous avons à nous méfier comme la peste de toutes les interruptions, quelles qu'elles soient. Vous êtes en train de vous balader dans les bois, ne prenez surtout pas votre portable et ne répondez pas au portable pendant que vous marchez dans les bois. Vous marchez dans les bois, vous marchez dans les bois. Quand on est en train de travailler à quelque chose d'important, on essaie de travailler avec la boîte à email fermée. Si je réponds à flux tendu à tous mes emails qui arrivent sur mon ordi, je suis cuit, je vais être inefficace et malheureux. Troisième point, préserver si possible des plages d'unité. Vous avez compris que le multitâche ne marchait pas, était mauvais et pour le moral et pour l'efficacité de la tâche. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous lancer dans l'apprentissage de la méditation. En tout cas, ces travaux sur la conscience rejoignent ce qu'avaient pressenti des penseurs comme Camus, quand il écrivait par exemple, ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais d'être conscient. Il suffit d'être conscient à ce qu'est ma vie pour augmenter mon bonheur, pour réaliser la chance que j'ai d'être vivant, pour ouvrir les yeux sur toutes les petites grâces qui composent le flux normal d'une vie normale, comme le sont à peu près les nôtres. C'est terminé. Voici le moment de se dire au revoir. Alors, on va juste récapituler ce qu'on a vu ensemble. Premier point, on a vu qu'il était possible d'accroître notre niveau de bien-être. Deuxième point, au secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la loge? Toujours pas. Alors, je continue d'appuyer. Voilà. Ça ne peut pas venir d'une simple décision, il faut s'entraîner. Troisième point, ça va aller doucement, mais ça va aller. Et cet entraînement va provoquer des modifications dans mes voies cérébrales. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est un effort au début deviendra peu à peu un réflexe et un automatisme. Quatrième point, vous l'avez vu, l'idée n'est pas de toujours positiver, mais d'être au ratio 70-30 ou 80-20. Et cinquième point, le bonheur et le bien-être sont aussi une histoire de présence, de conscience et d'attention. Voilà. Merci beaucoup justement de votre attention. Mon topo est terminé.